On est de retour pour la deuxième partie de l'émission. Après la pause journal, on va aborder maintenant le Togo. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a respecté la tradition. 31 décembre dernier, il s'est adressé à ses compatriotes à travers un message qui a duré autour de 14 minutes. Le président a présenté ses vœux. On va revenir ici sur les grandes annonces, les annonces fortes du discours du président de la République. Il commence d'entrée de jeu son discours en ces mots: à l'orée de cette nouvelle année dans laquelle Dieu nous permet d'entrer, je suis heureux de m'adresser à vous, que vous soyez sur le territoire national ou en dehors, pour vous présenter mes vœux, mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. Et dès ces premières phrases, le président entame avec la question sécuritaire. Mais d'abord, avant de venir dans le fond, Ibrahim Acha, de façon globale, moi j'ai regardé un peu après le discours du président de la République, j'ai regardé un peu la tendance sur les réseaux sociaux. J'ai senti de la part de beaucoup de personnes comme s'ils étaient restés sur leur soif. Ils n'ont pas eu véritablement quelque chose à se mettre sous la dent. Ça a été votre impression aussi, ou c'est le contraire chez vous? Non, je dirais que, puisqu'il y a certains confrères aussi qui m'ont posé la question, avant même que le chef de l'État ne délivre son discours, ils m'ont dit, parce que je pense que le chef de l'État pourra dire, j'ai dit, mais c'est bien dit qu'un message de vœux, donc ce sont les vœux qu'il va présenter à la nation, et peut-être faire des ouvertures sur des perspectives, ce qu'il entend faire pour que la nouvelle année puisse être encore, disons, une année pleine de succès, une année qui puisse apporter de la félicité, le bonheur à ses compatriotes. Donc ce n'est pas un discours à classer dans la même catégorie comme le discours du 26 avril, où le chef de l'État se prononce sur l'état de la nation et éventuellement faire de grandes annonces, des actions vigoureuses à prendre et tout ça là. Donc c'est un peu, le contexte est différent, et donc moi je m'attendais seulement aux vœux, sans trop d'annonces, et peut-être parler des sujets de l'heure. Et je pense que moi j'ai été servi parce que les vœux étaient là. Et après, il a parlé du terrorisme, puisque c'est l'actualité actuellement, et comment le Togo se démène pour barrer la route à ces malfaiteurs-là qui veulent descendre vers la côte. Donc, j'ai été servi. Sur le plan économique, la relance post-Covid, le chef de l'État a parlé de ça, et il se positionne aussi sur la question de l'agriculture, puisque nous sommes un peuple, quoi qu'on dise, à 70% concerné par l'agriculture. Donc il a parlé de l'agriculture. Et donc moi, à mon niveau, je me dis que, en tout cas, c'était ce qu'on pouvait entendre du chef de l'État, parce que les grandes annonces, sincèrement, je ne m'attendais pas aux grandes annonces. Je m'attendais seulement vraiment aux vœux. J'ai été servi. Il nous a souhaité bonne année. Une nouvelle année pleine de prospérité, de santé. Et je pense que c'est déjà très bien. Des vœux dans un format, j'ai envie de dire, il y a eu un peu comme une sorte de mise en scène. On a vu un président qui est venu sur le tapis, qui a marché sur le tapis rouge pour s'adresser. Ça a tranché un peu avec ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, il faut innover. Vous savez, il faut innover. Et avant, c'était trop classique. Là, ça a été un peu plus théâtral. C'est théâtral. Non, pas théâtral, mais il faut dire que vivant. Vivant. Parce que quand on dit théâtral, c'est comme si c'était une mise en scène. Il y a un metteur en scène qui est là, monsieur, approchez, faites ceci. Mais on a vu un chef de l'État qui est sorti, qui est venu et qui s'est adressé à sa nation. C'est solennel, voilà. Il y a le côté solennel qui s'est fait remarquer. Et vous allez voir aussi que dans sa façon aussi de présenter les vœux, le body language a changé lorsqu'il allait de thématique en thématique, de sujet en sujet. Au niveau des vœux, il était un peu tendre. Quand il a parlé de la démocratie, on a vu un chef de l'État ferme, avec un timbre de voix qui rassurait par rapport à sa détermination à combattre le terrorisme. Donc voilà, quand vous faites le décryptage de tout ça, là, vous voyez que nous avons été servis, le chef de l'État a livré un message quand même à la hauteur des attentes. Marcel Agbessinou, est-ce que vous avez été servi aussi en écoutant le président de la République dans sa solennité présenter les vœux? Est-ce que vos attentes étaient comblées? Mais il faut vous dire que
rien, ni la Constitution n'oblige le chef de l'État à souhaiter le vœu. C'est la tradition. C'est la tradition, mais ce n'est pas sacralisé par la Constitution. Oui, bien Donc, sûr. Ce qui est sacralisé, c'est le discours sur l'état de la nation. Voilà, il a la liberté, il a la certitude de le faire ou de ne pas faire. Donc, il a fait au moins quelque chose de 14 minutes, c'est bon, je ne m'en tiens pas trop à la forme, mais au fond. Au fond, ce qui me concerne, ce qui fait que les Togolais sont restés à leur soif, vu le contexte actuel, vu le contexte de crise politique successive, vu les arrestations des hommes politiques incarcérés dans les prisons civiles du Togo, il urge que le chef de l'État tourne un regard clément envers ses concitoyens pour au moins leur donner un tant soit peu une petite liberté d'aller et venir. Donc la liberté d'aller et venir peut faire une grâce présidentielle. C'est ce qui fait que les Togolais sont restés sur leur soif. Je crois qu'il y a eu une grâce il y a quelques Non, mais il y a la grâce, il y a eu une grâce pour les délits mineurs, pour ces délits mineurs, les délits de droit commun. Maintenant, il urge à ce que le chef de l'État tourne son regard envers les détenus politiques. Bon, il y a plusieurs... Dans le langage du pouvoir, il n'y a pas de détenus politiques au Togo. Mais tout le monde sait que dans les politiques sont comme un énigme. Donc, couteau à double tranchant, ils disent quelque chose dans la matinée, le soir, c'est la même chose qu'ils reviennent pour faire. Donc, le pouvoir de l'OB ne peut pas nier aujourd'hui qu'il n'y a pas de détenus, il y a pas de détenus politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2018, tout le monde demandait la libération de ces détenus politiques. Devant même l'ex-président Alpha Condé, c'est ce qui même a valu le cri sur le ministre d'État Boupessi. Le président, ex-président Alpha Condé a crié sur lui parce qu'on réclamait. Ça, moi, je suis pas au courant. Oui, on réclamait la liberté, la libération des détenus politiques pour l'apaisement. Mais il a été réticent un peu envers les facilitateurs, ce qui fait que le dialogue a observé un laps de temps en attendant l'arrivée du chef de l'État à l'époque dans les locaux de 2 février hôtel là-bas. Donc, si le président actuel n'a pas fait de discours allant dans le même sens que le peuple, c'est un peu déçu et découragé. Le peuple, la grande majorité qui l'a élu là-bas, qui a porté son suffrage à lui le 22 février, normalement, il devait le satisfaire. Il y a plusieurs détenus politiques même. Il y a certains anciens ministres qui ont été incarcérés. Il y a certains Togolais expatriés ou bien la diaspora qui était de retour au pays arrêtés. Il y a les éléments de Tigre Révolution qui sont toujours incarcérés là-bas. Il urge que le chef de l'État tourne son regard, soit en faisant l'amnistie pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il y a des vieux, il y a des patriarches qui sont, vu leur âge, ils sont de l'autre frontière du pays. Ça n'augure pas, ça ne donne pas une bonne image pour notre démocratie. Il urge que notre président, étant donné qu'il est jeune, la balle est dans son camp, étant donné que c'est lui, le premier magistrat, grand maître des ordres nationaux. Maintenant, je ne sais pas s'il est toujours jeune. Non, c'est vrai qu'il est venu à 39 ans, mais il en a 56. À 56, c'est toujours... bien qu'on dit que l'âge là, ce n'est pas l'âge de la jeunesse, mais 56, il n'est pas encore comme les Paul Biya qui oublie même, qui oublie ses ministres. Il y a certains ministres de Paul Biya qui sont à la maison, mais ils sont toujours ministres jusqu'à présent. Donc, chez nous ici, chez le régime de Faure, il n'y a pas des ministres qui continuent à rester à la maison et percevoir. Non. Mais donc, les grandes annonces, c'est bien, mais il reste... Vous êtes resté un peu sur votre soif. Alors, avant d'entrer, Ibrahim Acha, sur la question de terrorisme que le président a évoquée, il a eu cette phrase: je saisis cette occasion pour saluer la reprise progressive mais soutenue de notre économie, grâce notamment à vos efforts face aux effets résiduels de la pandémie à la Covid-19. Cette phrase a fait un peu tiquer parce que pour beaucoup, on a quitté la pandémie
on est rentré dans la crise entre la Russie et l'Ukraine. Il y a la cherté de la vie, le Togolais vit très mal. Est-ce qu'il y a vraiment reprise? Comme le président dit, je salue la reprise. Est-ce qu'il y a reprise? Oui, il faut dire qu'aussitôt après, en tout cas, lorsqu'il y a eu un peu de, je veux parler de dégel en matière de contamination à la Covid-19, au Togo, il y a eu un plan de relance post-Covid qui a été initié et au niveau du gouvernement, vous allez voir que il y a quand même des mécanismes qui sont mis en place pour que la production, disons, agricole, la production industrielle et tout ce qui suit, bref, l'économie puisse reprendre son cours. Et au niveau mondial aussi, c'est la même chose. Donc avant, vous savez que les avions étaient cloués et il n'y avait pas de possibilité de navigation. Donc après, ça s'est desserré un peu. Donc les restrictions sont allées en souplesse, de souplesse en souplesse. Et aujourd'hui, tout semble dire que les activités économiques ont en tout cas repris. Mais au même moment, il y a eu la crise ukraino-russe qui est venue créer encore d'autres situations. Au moment où on sortait de la période Covid, et la crise ukraino-russe aussi est venue créer des situations et c'est ça qui a entraîné aussi les inflations, la vie chère et tout ça là. Donc au moment où nous étions en train de sortir de Covid, et les activités aussi ont commencé par tourner ici au Togo. Il faut dire que les bombes russes ou bien les bombardements russes n'arrivent pas ici. Donc c'est vrai que tout a commencé quand même. Et les activités ont repris. Quand vous allez dans les secteurs, les restrictions ont été levées petit à petit en matière de transport, en matière de déplacement, en matière de couvre-feu, tout ça là. En dehors de l'état d'urgence sécuritaire qui s'est mis au nord, nous savons que là-bas c'est dans un contexte bien défini. Dans les autres villes et contrées du pays, il y a la liberté de mouvement et les gens ont repris les activités. Je pense que c'est de cela que le chef de l'État parlait et il ne perd pas de vue bien évidemment la crise ukraino-russe aussi qui est venue d'une manière ou d'une autre aussi créer des situations aussi que nous pouvons dire qui causent en tout cas des dégâts et qui causent aussi des situations difficiles à notre économie. Marcel Aguessinou, l'autre sujet phare que le président a abordé, c'est naturellement la question du terrorisme. Il a présenté la situation, au niveau sous-régional, au niveau du Togo également, où il y a eu plusieurs attaques. S'est incliné donc devant la mémoire des compatriotes. Mais cette phrase forte du chef de l'État, je réaffirme l'engagement de la nation tout entière face à ces bandes armées à ne céder aucune portion du territoire. Nous mettrons tout en œuvre pour défendre la patrie agressée et dans ce combat, je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Est-ce que ces mots du président de la République, j'ai envie de dire ces mots du commandant en chef des armées, a résonné avec toute la ténacité dans vos oreilles quand vous les avez écoutés? Non, en l'écoutant la fois dernière, il a été déterminé, très déterminé à combattre ces groupes, ces bandes armées. Ouais, c'est comme ça qu'il les a qualifiés. Oui, à lutter efficacement contre ces bandits. Donc le président est en train, d'autres angles, il est en train de galvaniser les troupes qui sont sur les fronts. Étant donné qu'il est le chef suprême des armées, un chef, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit le coup que tu as dans tes ailes, il faut revenir et galvaniser les troupes et galvaniser tes éléments. C'est ce que le chef de l'État a pu faire la fois dernière. Donc c'est quelque chose à saluer. Il n'est pas découragé, vu la situation, vu le nombre de morts qu'on déploie chaque jour, chaque semaine, chaque jeudi. Il urge que le chef de l'État prenne les taureaux par les cornes en remobilisant l'armée. Il a même allé plus loin, disant qu'il va restructurer l'armée, parce que si vous regardez de tout près, il y a quelque chose qui croche, mais on protège. On est en train de cacher ça pour ne pas donner trop de poids
à la situation qui prévaut au nord du pays, parce que nos frères de la majorité silencieuse, ils ne parlent pas, on les appelle vulgairement la majorité silencieuse, La grande muette. La grande muette, ouais. Elle ne parle pas. Donc notre armée, depuis un certain temps, a connu des difficultés au nord du pays, ce que nous n'avons jamais vécu depuis que le pays... Mais on a eu quand même une armée très combative qui a repoussé plusieurs attaques. Oui, si l'armée a été très combative et repoussé plusieurs attaques, il faut souligner qu'il y a des départs. Il y a des départs à la retraite qui ont, c'est logique, hein, qui ont des talents. Il y a certains qui sont nés soldats. Et il y a un temps pour se retirer. Ah oui, donc, étant donné qu'il y a certains qui vont à la retraite, c'est un manque à gagner pour l'armée. Quelle qu'en soit la forme, un élève ne veut pas dépasser son maître. Donc, les formés, là, les jeunes recrues, ils ne peuvent pas être à la hauteur de leurs maîtres qui sont partis à la retraite. Et un autre élément nouveau, il y a, selon les indiscrétions, nous avons appris qu'il y a des gens qui quittent l'armée, qui quittaient sur le champ. On va pas aller dans ce sillage parce qu'on n'a pas les informations officielles et vérifiées là-dessus. Ibrahim Acha, quand le président dit ça, quand le président réaffirme son engagement à ne céder aucun pan du territoire à ces bonnes armées, à ces forces du mal, est-ce qu'on sent là que ce président, il est conscient de la situation et il demande à chacun d'entre nous d'être vigilant, de nous battre, d'être derrière les forces de défense? Oui, c'est un chef d'État, disons le chef suprême des armées, qui connaît un peu le mode opératoire des bandes armées. Puisque quand on parle du terrorisme, nous avons des exemples dans la sous-région ouest africaine. Quand vous prenez un peu le Mali, une partie du Mali est presque prise par les terroristes. Le pouvoir central n'arrive pas à dicter sa loi là-bas. Le pouvoir central n'arrive pas à se manifester dans ces zones tenues par ces rebelles. Donc ça voudrait dire qu'une portion du Mali est détenue par les terroristes. Quand nous prenons un peu le Burkina Faso, il y a presque c'est une situation similaire. Il y a la région extrême, la nord du Burkina aussi, qui est prise en otage par ces terroristes. Donc au niveau du Togo, il y a des incursions. Et à chaque fois, nos forces de défense et de sécurité les repoussent. Ça voudrait dire que l'ambition, ou bien quand vous voyez un peu la façon dont ces djihadistes ou bien ces terroristes procèdent, c'est de tout faire aussi pour occuper des territoires dans notre pays. Et c'est ce que le chef de l'État disait, que aucune portion de notre territoire ne sera prise par ces envahisseurs. Et donc l'armée est toujours déterminée à les repousser à chaque fois qu'il y aura des tentatives de velléité et d'incursion dans notre pays. Donc moi je sens plutôt une détermination du côté du chef de l'État, et je rejoins mon co-débatteur qui parlait d'un chef d'État, d'un chef suprême des armées qui galvanise sa troupe. Il leur dit que nous n'allons jamais céder. Ces gens-là, ils ne vont jamais venir, ils ne vont jamais venir à bout de nos forces et de nos stratégies. Nous allons toujours prendre de l'avance sur eux, nous allons toujours les repousser et ils n'auront pas de place sur notre territoire. Donc c'est une façon de galvaniser la troupe. Et quand vous savez que en le disant, il ne l'a pas, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il a soutenu ça par la loi de programmation militaire. Et quand vous fouillez, quand vous parcourez cette loi de programmation militaire, vous comprenez qu'il y a le volet, en tout cas, comment l'appelle-t-on là, sécuritaire, bien évidemment. Donc il faut maintenir les troupes, il faut procéder à des recrutements, il faut acheter du matériel, parce que c'est ça qui est très important, et prendre de l'avance en matière de technique et de logistique sur les terroristes. Donc il faut aussi la maintenance de l'arsenal de guerre, parce que l'arsenal de guerre, quand il n'y a pas une maintenance qui est assurée autour de ce matériel-là, lorsque vous serez face à des ennemis, ce matériel ne va pas répondre. Donc il faut assurer cette maintenance permanente de toute cette logistique et acquérir les armes qu'il faut, le matériel qu'il faut. Parce que les terroristes, quand vous voyez un peu dans la sous-région, quand ces terroristes attaquent,
c'est avec du matériel encore plus sophistiqué. Donc au niveau du Togo, les informations que nous avons, c'est qu'au fur et à mesure que l'armée se déploie au nord, au fur et à mesure que les opérations s'organisent, le matériel aussi est renouvelé. Et ce qui a été visible tout récemment, vous avez vu que les forces armées togolaises ont changé de treillis. Et parce que l'ennemi aussi portait presque les mêmes tenues. Donc aujourd'hui que nous avons une identité vestimentaire qui est propre à nos forces de sécurité, on sent que en matière de stratégie, il y a un travail qui est en train d'être fait pour prendre de l'avance sur ces terroristes. Et je pense que c'est à saluer. Et dans la loi de programmation militaire, tous ces volets-là ont été pris en compte. Et donc, si l'État continuait à soutenir et à mettre en branle vraiment cette loi de programmation militaire, nous osons croire que les forces de défense et de sécurité du Togo pourront quand même faire un travail vraiment acceptable et ils pourront vraiment repousser ces attaques terroristes. L'autre volet aussi, c'est de tout faire aussi, parce que le chef de l'État dit nous. C'est tous les Togolais dans l'ensemble. Donc nous devons être vigilants, nous devons aider les forces de sécurité à vaincre ces ennemis-là, à vaincre ces malfaiteurs. Et cela m'amène aussi à dire en même temps à nos frères de la diaspora qui parfois envoient des intoxications, qui disent des choses qui ne tiennent pas, qui disent des choses qui sont de nature à démobiliser les FAT. Parce que quand les militaires, ceux-là qui combattent, sont démobilisés, ça voudrait dire qu'on fait le lit à ces terroristes. Et vous savez, les pays, allez-y un peu, au Mali, au Burkina Faso, lorsqu'on vous raconte le quotidien des zones envahies par les terroristes, mais vraiment, c'est intenable. C'est vraiment des situations très préoccupantes. Et nous ne voulons pas que cela arrive dans notre pays. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous devons être mobilisés derrière notre armée, pour que nous puissions, que cette armée-là puisse repousser ces terroristes-là et fasse tout pour que vraiment nous venons à bout de ces malfaiteurs-là qui cherchent par tous les moyens à déstabiliser la sous-région. Et au même moment aussi, je pense que il y a le volet patriotisme aussi qui doit nous animer. Parce que quand c'est pas de gaieté de cœur qu'on apprend que nos militaires en tout cas, ont été tués, qu'il y a des gens qui ont laissé leur vie en défendant quelqu'un qui va sur le front. Je pense qu'il a besoin de notre soutien. Il a besoin que nous tous, nous le portons dans notre cœur pour que les choses aillent dans le droit chemin, en tout cas dans la ligne que nous tous nous sommes fixés, ce que nous voulons, la paix dans notre pays et qu'il n'y ait pas vraiment ces problèmes de terrorisme là, parce que quand vous voyez un peu ce qui se passe dans la zone là, en tout cas c'est pas bien. Et il faudrait quand même que ce problème soit circonscrit et que les forces de défense puissent vraiment venir à bout de ces malfaiteurs. Et l'autre pan du discours sur le même sujet du terrorisme, c'est que le président a montré également que c'est vrai que nous faisons la lutte au niveau du Togo, mais il faudra aussi que les actions coordonnées se poursuivent avec les autres pays, parce que si on arrive à vaincre le mal ici, mais qu'il est toujours présent ailleurs, eh bien on n'est pas à l'abri. Et c'est là où il dit nous continuerons de même à coordonner notre action avec nos partenaires régionaux et internationaux en vue d'apporter une réponse collective et décisive à ce fléau. Donc le Togo va continuer d'être présent pour aider aussi, en quelque sorte, les autres pays à venir à bout de ce mal-là. Marcel Aguesino. Effectivement, le travail doit être un travail collégial et d'arrache-pied entre les pays voisins et les nations voisines pour que l'action soit coordonnée. J'ose croire que les mois écoulés, le Togo est entré en partenariat militaire avec le Burkina voisin pour au moins lutter efficacement contre ces bandes de bandits qui fait de n'importe quoi avec nos paisibles populations au nord. Donc aujourd'hui, si le chef de l'État il a évoqué ça avec intérêt, c'est quelque chose que nous tous nous allons soutenir. Nous devons nous mobiliser derrière ce langage du président de la République, parce que ces bandits, ni foi ni loi, ils sont parmi nous et au sein de la population. Ils ne sont jamais identifiés
par qui que ce soit. Donc, si nous ne coordonnons pas nos actions par rapport à celles de nos autorités, il faut vous dire avec découragement que nous allons créer un terreau fertile à ces groupes d'individus qui n'ont ni foi ni loi. Donc aujourd'hui, le chef de l'État doit être au parfait de ce qui se passe de l'autre côté aussi. Oui. Il ne suffit pas de faire du partenariat entre ces États. Parce que si vous ne savez pas faire, on ne sait pas qui est derrière ces terroristes de l'autre côté, par exemple du Burkina ou par exemple du Bénin. Donc si vous ne savez pas tisser des relations, peut-être vous allez vous tomber sur vos ennemis qui vont livrer vos stratégies de combat. Moi, je suis un peu dubitatif à ce niveau, craintif à ce niveau, pour que pour ces genres d'action, il faut être hautement réfléchi pour au moins se livrer à ces genres de partenariat. Mais je me suis posé plusieurs questions, et une en demandant à quoi servent maintenant les bases militaires dans nos sous-régions, dans la sous-région africaine. Ouais. Parce que ces bases militaires sont là, mais on voit régulièrement des attaques et les troupes européennes occidentales qui sont dans nos nations, elles sont toujours là, mais elles n'arrivent pas à recadrer, elles n'arrivent pas à se circonscrire d'où sortent ces terroristes et qu'est-ce qu'ils se préparent, on ne les voit pas au moins mettre à nu ces terroristes. Les bases militaires sont là, mais c'est comme si ces bases-là sont complices de nos situations actuelles. Et c'est ce que la majorité de la population évoque. Si vous écoutez les hommes de rue, c'est comme si ces bases militaires sont d'une manière ou d'une autre complices de la situation. Parce que pour avoir ces bases militaires, le Rwanda a sa base militaire, le Mali en avait entre-temps, probablement le Togo aussi se prépare à avoir une base militaire. Mais ces bases militaires, à quoi servent maintenant ces bases militaires si ces Européens qui sont des pays hautement développés avec des armements de guerre très sophistiqués de dernière génération, mais nos pays peinent toujours à venir à bout de ces bandes, de ces groupes d'individus qui sont parfois minoritaires, mais arrivent à vaincre tout un peuple. C'est un peu ça la situation. Donc si nos pays, si le chef de l'État togolais, avec son armée, veulent tisser des relations militaires avec des pays voisins, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Bon, déjà, de toute façon, ces relations existent déjà. Hein, il s'agit de les renforcer. Mais renforcer, bien, c'est une bonne chose, mais c'est ça que je dis. Pour renforcer ces relations existantes, il urge que le chef de l'État pointe un peu pointe un peu son œil dedans pour voir où se trouvent les failles. Parce qu'il y a ces relations qui sont déjà existantes, mais voilà le nord du pays, voilà le Burkina. Les deux pays peinent. Et c'est ce que le président Ibrahima, le jeune homme Traoré, il a évoqué ça, qu'eux, ils sont dans la capitale au niveau du Burkina, mais ce qui se passe là-bas, c'est un peu atroce. Donc, le président a souligné aussi le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience des populations de la région des savanes qui a permis d'améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base et favoriser le développement de leur activité économique. C'est une bonne chose. Il parle de 50 milliards de francs CFA qui ont été investis. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas là un aveu d'échec quant à la politique passée où on a eu l'impression que certaines parties du pays ont été délaissées et on se fait rattraper aujourd'hui par ces situations d'insécurité? Oui, je pense que c'est en même temps aussi une façon aussi de dire que l'État ne va pas abandonner ces zones et que, quoi qu'on dise, le pouvoir central va se déployer dans les coins les plus reculés.
Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Même si c'est, entre griffes, un rattrapage et que le pouvoir central est en train de faire, c'est déjà bien parce qu'on a compris à un moment donné que pour vaincre le terrorisme, ce n'est pas le tout militaire. Il faut aussi des actions sociaux, disons, des actions de développement dans ces milieux parce que quand vous avez dans des localités où il n'y a pas de l'eau potable, quand le malfaiteur arrive et propose de l'eau, il y a tout de suite adhésion du peuple et la population accorde vraiment son hospitalité au malfaiteur. Et c'est au bout du temps que la population découvre que on avait plutôt accueilli un diable, mais puisque le pacte est déjà scellé, donc ce malfaiteur a la protection de ce malfaiteur. Donc, l'État togolais a voté, je pense que ce sont des milliards, ça fait déjà, le chef de l'État parle déjà de 50 milliards investis, et vivement que ces infrastructures sociaux de base puissent être effectivement érigées dans ces régions. On nous parle déjà des écoles, des points d'eau et tout ça, l'accès à l'électricité. Moi, je pense qu'on doit aller encore au-delà. On doit aller au-delà parce que quand on parle de la pauvreté, quand vous suivez un peu les statistiques, les données officielles au niveau du PNUD, la région là vraiment c'est une région de grande préoccupation. Et donc il va falloir que des actions soutenues soient mises en œuvre là-bas et que les populations puissent aussi se sentir appartenir à la nation. Parce que quand certaines zones sont oubliées comme ça, c'est ce qui s'est passé au nord du Mali. À un moment donné, cette zone c'était à majorité des Touaregs et les gens, le pouvoir de Bamako a fait comme si, je veux parler de l'ancien pouvoir, qui a fait comme, voilà, ce n'est pas un problème. Et voilà, lorsqu'on a chassé les djihadistes là et ces terroristes là depuis le nord de l'Algérie et tout ça là, ils sont venus rester dans les Iphoras, ils sont restés là-bas longtemps et personne ne se préoccupait d'eux, mais au fil du temps ils ont tissé des relations. Voilà qu'aujourd'hui même ils s'approchent des côtes. Donc ça voudrait dire que très tôt quand on prend de ces mesures, ça peut aller. Donc le gouvernement, même si c'est un rattrapage en matière de développement des localités, et il y a lieu quand même que ce mécanisme-là soit soutenu et que ça ne s'arrête pas seulement à cette région parce qu'il y a des préoccupations aussi. Quand j'entends un peu dans la région de la Kara, on parle de pénurie d'eau, mais ça heurte les susceptibilités. Donc ça voudrait dire que c'est tout un plan national d'urgence qui doit être déployé. Voir aussi la région centrale, la région des plateaux et tout ça, la région maritime, parce que quand vous quittez un peu loin de Tchévier, il y a des endroits où il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de l'eau potable. Les gens continuent par aller boire, prendre de l'eau dans les rivières où il y a les animaux aussi qui vont faire tout ce que nous connaissons. Donc, il va falloir que des actions de développement d'envergure soit déployé sur l'ensemble du territoire et je pense que ça serait bien. Déjà avec la région des Savanes, c'est déjà un début. Il faut multiplier ces actions et en même temps aussi ceux qui sont chargés de la mise en œuvre de ces projets-là, que ces gens-là aussi évitent d'être complices, de prendre certaines libertés avec les fonds publics, donc d'exécuter selon la règle de l'art les ouvrages qui sont programmés dans ces régions et en même temps aussi demander de la part aussi des entreprises d'agir avec célérité parce qu'il y a urgence. L'autre, je ne sais pas si c'était une annonce parce qu'on était déjà au courant avant que le président ne prononce son discours, c'est qu'il a parlé de la question de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti. L'information avait déjà fuité depuis le début de la matinée, ce samedi, quand le président faisait son discours. Le SMIC du Togo qui passe de 35 000 à 52 500. C'est plutôt, Marcel Aguessilou, une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle pour le monde salarial et surtout au monde informel. Ça concerne toujours et plus particulièrement le monde informel, pas tellement ceux qui sont régis par le statut de la fonction publique. Donc, étant donné que les Togolais, chaque jour que Dieu a fait, les Togolais crient que le SMIG, on n'a qu'à revaloriser un peu
le SMIC qui était de 35 000, on n'a qu'à revoir un peu pour que au moins la vie chère qui vient maintenant accélérer le coût, qui vient envenimer la situation des Togolais, que le SMIC soit revalorisé. C'est chose faite. Maintenant, il y a les à côté de ce que de l'annonce là qui a été faite par le chef de l'État. C'est les centrales syndicales qui ont proposé, le chef de l'État, lui, est venu entériner. Donc ce n'est pas une émanation, ce n'est pas un projet du gouvernement de Dogbe. Bien sûr, mais il faut dire qu'il y a eu quand même il y a eu des discussions intrinsèques, avec le gouvernement et les partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux, mais j'ose croire que les choses se sont précipitées à la hâte. On n'a pas bien analyser le pour et le contre minutieusement avant Pourquoi vous dites ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez un peu le monde informel, il y a ça, le SMIC était à 35 000 francs, mais les gens peinent à payer ces 35 000 francs à leurs employés. Et ce qui constitue un couteau tiré entre l'employeur et les employés. Et même parfois, certains atterrissent au niveau du tribunal du travail pour que le droit soit dit. Donc, si aujourd'hui on a revalorisé ça à 35 000, de 35 000 francs à 52 500, alors que le pouvoir d'achat est toujours la même chose, et aujourd'hui la vie chère est toujours là dans nos murs, c'est un peu difficile à un directeur de société, à un opérateur économique qui ne trouve pas de marché avec quoi il peut toutefois payer à ses employés, de revenir payer 52 000 francs, peut-être fois 10 personnes qu'il embauche, alors que à la fin du mois, il n'arrive même pas à trouver de quoi même pour payer ceux qui sont au niveau de l'OTR, de l'impôt et la taxe. Tout ça là, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire qu'on a revalorisé le SMIC qui était de 35 000 francs à 52 000 francs 500. Non, là où le bas blesse, même les journaux ou bien les journalistes qui sont dans le pays, qui peinent difficilement à acheter les papiers de parution, tout ça là, alors que la grande majorité des Togolais aujourd'hui n'achètent pas les journaux. On lit seulement les titres et on laisse le journal à côté là-bas et on passe. Mais ce journaliste qui a embauché à peu près 15 personnes, ou bien avec 5 personnes, excusez-moi, ou bien 5 personnes, et à qui il va payer 52 500 fois 5 là, vous verrez avec moi qu'il va fermer son organe, il va fermer sa société de presse là. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je dis que c'est une bonne chose, mais c'est très précipité. D'accord. Justement, Ibrahim Acha, le président n'a pas dit, il n'a pas annoncé, il félicite les partenaires sociaux qui ont trouvé un accord. Oui. Donc, c'est-à-dire, c'est ces partenaires qui ont eu des discussions avec le gouvernement. Et finalement, peut-être à l'analyse des choses, se sont dit, à 52 500, c'est tenable pour nous. Bien évidemment. Et selon les coulisses, les partenaires sociaux voulaient plus de 57. Donc, le gouvernement aussi doit être réaliste. Vous savez qu'au-delà de tout, c'est ce que soulevait Marcel. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que bon, le SMIC c'est ça, mais est-ce que sur le plan pratique, est-ce que les entreprises peuvent payer, les employeurs peuvent payer? C'est ça aussi le problème au niveau de la fonction publique, bien évidemment. Le problème ne se pose pas. Parce que quand vous payez tous même les salaires le plus bas salaire, du SMIC, en tout cas dépasse le SMIC. Mais c'est au niveau des entreprises et autres. Quand nous prenons un peu nos sœurs qui sont dans les structures de la franche, voilà, vous voyez un peu nos collègues qui sont aussi dans des entreprises. Ici, sur place, vous voyez que le salaire, ce n'est pas encore ça. Quand vous venez, il a parlé de notre monde, dans notre corporation. Vous voyez comment les choses se passent. Ce n'est pas encore c'est pas encore proche du SMIC, de l'ancien SMIC, vous comprenez. Donc, il se pose un sérieux problème. Mais il fallait quand même aller vers là parce que ça amène aussi à tirer l'économie.
Mais c'est plus un effet d'annonce que... Non, pas un effet d'annonce, parce qu'il y aura des entreprises qui vont se conformer, qui vont payer. Parce que ce n'est pas encore trop quand même. Et vu aussi le dynamisme de la population, l'évolution aussi des activités, et disons le marché aussi du travail et tout ça, là, je pense que si on arrive à payer par rapport aussi au coût de la vie, bon, c'est tenable. Certaines entreprises vont faire ce sacrifice et progressivement les autres aussi vont s'adapter. Mais le tout est que le gouvernement doit créer un environnement propice à l'éclosion des énergies. Parce que nous avons des Togolais qui sont très talentueux, mais qui sont mis à l'écart. On privilégie souvent les Occidentaux ou bien les gens qui sont venus de l'extérieur. Les expatriés créent des chaînes de valeur, créent des sociétés ici. Et c'est à ces mêmes personnes qu'on donne. À ces mêmes personnes qu'on donne des marchés publics et tout ça. Là. Donc ça crée des situations qui font que les nationaux n'arrivent pas quand même à payer ce qu'il faut à leurs entreprises. Il ne s'agit pas de créer une entreprise quand vous allez au CFE, mais c'est des milliers là-bas. Mais combien sont vraiment viables sur le terrain? Moi, je pense que le gouvernement doit aller dans ce sens, réfléchir à des mécanismes, à soutenir les entreprises qui sont sur place et à faire en sorte qu'on puisse créer ensemble de la richesse. Je pense que le problème du SMIC ne se posera pas. Les gens arriveront quand même à payer. Parce que si vous prenez la Côte d'Ivoire, le SMIC est très loin. Le Gabon, ce n'est pas 52 000. Donc si nous aussi nous faisons des efforts au niveau du Togo pour libérer les énergies, que, entre-temps, quelqu'un parlait de la minorité, que la minorité seule ne prenne pas les marchés, je pense que la majorité aussi pourra trouver un peu, et ensemble, nous pouvons grandir. Dernier aspect, peut-être qu'on va toucher, parce qu'il nous reste quelques minutes pour finir, c'est le plan politique, ça n'a pas été absent du discours, le chef de l'État l'a très bien dit, 2023 est une année électorale, on s'attend à 2 élections, élections régionales et élections législatives. Le débat, c'est de voir est-ce qu'il faut coupler les 2 scrutins, mais en tout cas, on se dirige dans quelques mois vers des élections. Oui, tout est fait prêt pour que les Togolais aillent aux élections, soit couplage, soit séparés. Vous n'êtes pas sans savoir que le pays, depuis 2019, a entamé une politique de la décentralisation. Et il faut paraffer et achever cette décentralisation par les élections régionales. Et plus tard, à travers ces élections régionales vont accoucher peut-être le Sénat. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, à travers son discours, il a été honnête. Et il reconnaît le manquement de 2018. Et il est tellement conscient, il a été conscient dans son discours en annonçant, en disant qu'il appelle tous les acteurs à une élection inclusive. Parce que s'il dit une élection inclusive, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas en 2018. Jusqu'à maintenant, il y a certains qui appellent ces députés assemblée monocolore, députés nommés. Donc le chef de l'État est conscient de la situation. Il appelle les Togolais, les acteurs politiques à fédérer les énergies pour que ces élections aient une réussite parfaite. Donc c'est ce qu'il a même évoqué. Il renvoie les acteurs qu'il y a déjà un cadre qui est déjà ouvert, CPC, cadre permanent de concertation qui est déjà entre les discussions, il y a des discussions de bonne foi qui sont là-bas. Donc, il renvoie les acteurs politiques à aller dans ce cadre pour trouver un consensus aux élections prochaines. Donc, le président de la République, il est tellement conscient de la situation. Et nous aussi, vous et nous allons fédérer nos énergies pour que ces élections aient une parfaite réussite, pour qu'il n'y a pas de lendemain un certain trouble, même à ces élections que le Togo connaît souvent. Ibrahim Acha, les coupler, les séparer, la meilleure option? La meilleure option, c'est de les coupler pour faire économie, parce qu'actuellement, nous avons besoin des ressources pour... je veux rappeler que dans la loi des finances 2023, il est prévu 12 milliards pour les élections. Donc, si on arrive à les coupler, je pense qu'on pourra quand même s'en sortir. Parce que quand on les coupe, c'est une dépense, en tout cas, en bloc.
Et quand c'est séparé, il faut encore remobiliser les énergies et tout ça. Là, je pense que ça ne va pas nous aider. Sur d'autres cieux, les gens vont jusqu'à tenir jusqu'à 3, 4 élections au même moment. Les élections générales. Des élections générales. Oui. Donc je pense que si nous essayons aussi de coupler ça va nous aider aussi en matière de finances à dégager des ressources additionnelles pour financer le développement, pour lutter contre la vie chère et faire face à d'autres urgences qui se posent à nous. Mais au même moment, il faut dire que c'est bien beau, nous irons à ces élections, mais il faudrait que, au niveau des acteurs politiques, en tout cas, que l'espace public, l'espace des libertés aussi soit garanti. Donc, si un parti politique veut tenir un meeting, on lui dit que non, vous ne pouvez pas tenir le meeting parce qu'il y a ceci. Parce que quand il n'y a pas ça, les élections aussi ne peuvent pas venir et se dérouler dans un environnement démocratique, dans un environnement serein. Donc il faudrait, moi je pense que les autorités doivent faire l'effort d'ouvrir l'espace public, amener les partis politiques à jouer leur partition, à rencontrer leur base, à animer leurs meetings, et la société civile à faire son travail comme il se doit. Je pense que si on arrive à avoir tous ces facteurs-là réunis, nous irons à une élection inclusive, à une élection transparente, à une élection démocratique. Merci beaucoup Ibrahim Acha, merci d'être passé. C'est un plaisir. Marcel Aguessinou, merci également à vous. C'est un plaisir partagé. Et merci à tous ceux qui sont restés à notre compagnie. On se donne rendez-vous le samedi prochain.